Bienvenue sur le ring, l'ODJ, Radio TV, c'est Mohamed Zaidouh. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi. Je rappelle que vous êtes conseiller à la deuxième chambre du Parlement. Exact. Sur le ring aujourd'hui, 3 rounds, 3 thématiques. Première round, réforme du secteur de la santé. Quelle stratégie pour quels bénéficiaires? Avec un point d'interrogation. Deuxième round, l'AMO, assurance maladie obligatoire. Comment ça marche concrètement? Et le troisième round, on va rester sur l'AMO, puisque c'est ce chantier majeur de réforme, en tout cas en 2023, qui va être amorcé en ce début d'année. AMO, financement, qui paye quoi? Parce que nos concitoyennes et concitoyens sont un peu dans le brouillard, ils ne savent pas comment ça se passe, donc on compte beaucoup sur votre éclairage. C'est Mohamed Zaidouh. Donc, ce premier round, quelle stratégie pour quels bénéficiaires? Cette réforme de la santé, nous allons lancer la mise en place d'une haute autorité de la santé, la création d'un certain nombre d'agences, du médicament, approvisionnement, médicaments de santé. On nous dit voilà on va aussi faire en sorte d'avoir beaucoup plus de professionnels de santé de l'étranger qui viennent chez nous parce qu'il y a une pénurie de ressources humaines en plein chantier d'ailleurs de l'AMO, qui peut paraître paradoxal. Cette réforme du secteur de la santé, elle se présente comment? Elle se résume comment? Je suis content d'être avec vous. C'est un débat qui est fructueux, d'autant plus qu'aujourd'hui, c'est un débat qui interpelle la population marocaine d'une façon générale. En effet, ce qu'on vit aujourd'hui, d'abord, je tiens à le préciser, c'est une révolution. Ce qu'on vit sur le plan réforme de la santé, sur l'assurance maladie, la généralisation de l'assurance maladie obligatoire, le basculement des ramedistes dans l'assurance maladie obligatoire. Il faut dire une chose, c'est que l'orientation de Sa Majesté le Roi est là. Et aussi, aujourd'hui, ce secteur est devenu une priorité pour l'action gouvernementale. Ça, c'est un point positif. Quand on dit une priorité, quand on a 28 milliards de dirhams de budget, est-ce qu'on peut dire qu'on est prioritaire? Est-ce qu'on peut dire que le secteur de la santé, le ministère de la Santé est prioritaire avec un budget, même s'il a été revalorisé? Il a été revalorisé, ça n'atteint pas nos attentes et ne répond pas aux normes de l'OMS. Certes, il y a une évolution dans le budget, c'est vrai, mais il faut voir un petit peu le signe dans la globalité. C'est qu'aujourd'hui, il y a une génération d'assurance maladie obligatoire, il y a une mise à niveau des hôpitaux publics et des hôpitaux universitaires, il y a des réformes de la santé, il y a des réformes de la profession sanitaire. C'est un chantier. Donc aujourd'hui, on ne peut comptabiliser qu'une fois que le chantier est fini, est en place, est actif. C'est-à-dire que la réforme ne commence qu'à peine, elle n'a pas encore commencé, c'est ça que vous êtes en train de dire. Non, pas encore. Par contre, quand on nous annonce la mise en place, la création d'une haute autorité de la santé, la création d'une nouvelle agence du médicament et d'approvisionnement en médicaments, déjà qu'on sait qu'il y a beaucoup de problématiques sur les AMM, autorisation de mise sur le marché, beaucoup d'acteurs se payent là-dessus, sur le circuit très 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 long, en tout cas beaucoup trop long. On s'est dit mais pourquoi création d'agences comme ça, de nouvelles agences centralisées, alors qu'on nous dit voilà il faut décentraliser en mettant en place des groupes territoriaux, des pôles de santé régionaux. Vous savez, les mortels n'y comprend plus rien. Oui, la réforme, d'abord, il y a 5 réformes. Il y a la réforme, c'est la création de l'autorité de la santé, la haute autorité de la santé. Il y a une deuxième réforme qui est extrêmement importante, c'est l'agence marocaine de sang et dérivés et l'agence marocaine aussi de médicaments. Il y a la profession médicale, ça c'est très important, la profession sanitaire. Il y a aussi le groupement territorial. Par région. Par région. Vous savez, c'était notre but. C'est que la gestion de la santé devait être délocalisée. Il ne devait plus rester centralisé à Rabat. Sauf que l'agence de médicaments va être centralisée à Rabat. Et que beaucoup de professionnels se disent mais pourquoi on recentralise encore une agence, surtout du médicament, ce qui est stratégique, alors qu'on nous dit qu'on va tout décentraliser. Pourquoi ne pas centraliser par région une agence régionale du médicament? Non, j'y viens. C'est qu'aujourd'hui, il y a un groupement territorial. Donc, il y aura une région qui va gérer le système de santé dans sa globalité. Avec autonomie? Y compris... En état autonome? C'est les régions autonomes? Ah non, c'est un établissement public. C'est un établissement public dont le directeur général du groupement est nommé par le Premier ministre au Conseil du gouvernement. Donc il y aura une autonomie financière, une autonomie administrative
et une autonomie aussi de gestion, c'est-à-dire dans le cas de la carte sanitaire, parce qu'il y aura une carte sanitaire aussi régionale. Qu'on attend depuis des années aussi. Exactement. Donc aujourd'hui, lorsque vous parlez de l'agence des médicaments, il y aurait une agence nationale. Mais dans chaque région, il y aurait un représentant de l'agence nationale. Pourquoi créer une nouvelle agence des médicaments? Parce que beaucoup ne comprennent pas. Si je m'en tiens au propos du ministre de tutelle, donc Khaled Daleb, il fait une déclaration il y a quelques jours, je crois, il est à la deuxième chambre, en début de semaine, en disant c'est pour assurer et garantir notre souveraineté sanitaire. Non. Comment la création d'une nouvelle agence du médicament va garantir notre souveraineté sanitaire? Non, c'est que lorsqu'on crée une agence avec ses avantages d'autonomie financière, il a plus de possibilités à assurer cette sécurité. C'est-à-dire qu'il y aura une vision. Aujourd'hui, on a une direction qui dépend du ministère de la Santé. Donc, il est chapeauté par le ministère et n'importe quel ministre qui vient, il a un droit de regard direct. Aujourd'hui, il y aura une agence qui aura une vision nationale. Et qui sera rattachée à la primature. Il sera il sera toujours présidé par le ministre de la Santé, mais c'est une agence qui sera autonome dans sa prise de décision. C'est-à-dire que le ministre de tutelle, en l'occurrence, Khaled Daleb, notre ministre demain, il sera un contrôle. Ça sera sous son autorité aussi. Pas son autorité. Il est le président du conseil d'administration. D'accord. Donc, il a une gestion autonome. Il aura une vision. Évidemment, le ministre a toujours le droit de regard. Heureusement, d'ailleurs. Il a toujours le droit de regard. Mais l'agence, vous devez savoir aujourd'hui que l'agence des médicaments, telle qu'elle est aujourd'hui, elle est tellement critiquée qu'on ne sait pas l'erreur revient à qui. Est-ce que c'est la direction ou bien c'est le ministère? Aujourd'hui, au moins, il y aura l'agence dont le seul responsable est le directeur général de l'agence. Est-ce qu'il y a une politique du médicament qui est derrière ça? Parce qu'on sait très bien aujourd'hui qu'on est entre 60% de nos besoins en médicaments. Il y a parfois des ruptures, d'ailleurs, au niveau des pharmacies de certains médicaments. Est-ce que ça va encourager? Parce qu'il y a tout un chantier. Parce que je me dis que tout ça, c'est un préambule à la mise en route et à la réussite surtout de l'AMO, on est bien d'accord. Donc on va passer de 11-12 millions de personnes assurées à 23. Donc on va doubler. Donc ça veut dire que fondamentalement, et dans l'absolu, c'est plus de consommateurs, entre guillemets, de produits médicamenteux. Est-ce que derrière ça, il y a tout un modèle économique aussi fait en sorte, au travers de cette agence, pour qu'il y ait beaucoup plus de production locale de médicaments? C'est le but. Je ne sais pas parce que c'est pas dit par les éditeurs. Non. Vous savez, je vous donne une chose. Je crois que j'ai une chose à reprocher au gouvernement, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui ont été réalisées qui sont très positives, mais le problème, c'est qu'il y a une mauvaise communication. Donc aujourd'hui, l'agence, le but de l'agence, c'est essentiellement d'avoir une gestion moderne, de faire face à transparence également. On va pas revenir sur tous les deux. Ah oui. Des affaires à avoir au niveau du médicament, des AMM, tout ce qui s'est passé. C'est normal. C'est normal aujourd'hui. Vous savez, on vit dans un monde clair aujourd'hui. On ne peut pas se permettre ce genre de comportement. Donc par conséquent, aujourd'hui, l'agence a le droit de donner un bilan, mais essentiellement pour faire face au déficit ou bien ce qu'on appelle cette pénurie médicamenteuse. Vous savez que parfois, ces pénuries, ils sont voulues. Les médicaments existent au Maroc, mais comment ça se passe? Parfois, c'est que parfois les grossistes, ils ont un retard par rapport aux pharmaciens, ils ont un retard de paiement par rapport aux grossistes. Donc évidemment, lorsque dépasse le délai, ils arrêtent la livraison. Et en ce moment-là, lorsqu'on se déplace vers la pharmacie, ils nous disent que tel médicament il n'existe pas. Il n'existe pas. C'est qu'il n'a pas été livré par des grossistes. Mais il existe comme ça qui a été le cas pour les médicaments de la thyroïde, l'ivothyrox et tout. Donc aujourd'hui, il faut avoir une gestion claire. C'est le but de l'agence. Il faut avoir quand même une vision nationale pour éviter les pénuries. Il faut rentrer en contact aussi avec les fournisseurs. Dernière question avant de passer au deuxième axe. Mohamed Zidour, sur un autre sujet aussi qui t'aborde un petit peu, c'est les ressources humaines et le secteur privé. Alors je vais démarrer avec vous. C'est d'abord sur la place du secteur privé, haute autorité de la santé, création d'une nouvelle agence du médicament, vous dites, qui va être modélisée dans les régions, avec chaque région autonome là-dessus, en tenant compte de ses spécificités, ce que vous avez clairement dit. La place du privé là-dedans. Pour avoir rencontré les différents acteurs, Mme Semlali, président de l'association nationale des cliniques, pour Jafar Lekel, également en tout cas au niveau des représentants du secteur privé, c'est voilà, on nous disait, mais nous, que ce soit la haute autorité de la santé, ou la nouvelle agence du médicament, nous n'avons même pas été invités à une réflexion. Vous savez, moi je vous dis une chose. Aujourd'hui, si ce chantier rentre sans l'appui de deux pieds, et les deux pieds c'est quoi? C'est le cadre médical et paramédical étatique et le secteur privé. Parce qu'aujourd'hui... Le privé est absent aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, le privé, on n'oublie pas que le privé aujourd'hui, il représente 60% de dépenses de la santé. Complètement. Non.
Donc, c'est un acteur qui est essentiel. Aujourd'hui, si le ministère... Mais comment vous expliquez, vous, qui connaissez très bien ce secteur, qui connaissez très bien le domaine de la santé, que valeur aujourd'hui, on est le 19 janvier. Vous savez, il y a un programme... Le secteur privé n'a toujours pas été invité à une table de réflexion et de négociation avec le secteur public. Alors qu'on nous dit qu'on va mettre sur les rails l'AMO et qu'on fait tout pour qu'elle réussisse. Le secteur privé n'a toujours pas été invité. Il y a eu quand même des réunions dans ce sens. Avec le secteur privé, c'était pas suffisant, certes, mais il y avait des réunions de concertation dans ce sens. Y compris d'ailleurs, même sur le tarif national de référence. Même sur la tarification nationale. D'ailleurs, j'avais posé une question orale à M. le ministre. Et juste après, il y a eu quand même cette réunion sur la tarification. Et aujourd'hui, les syndicats du secteur privé ont refusé les propositions de Khalid Taleb concernant la tarification nationale de référence. Vous savez, moi, mon point de vue, je défends le secteur privé quand je défends le secteur étatique parce que j'estime que c'est une complémentarité entre les deux secteurs. On a un problème de ressources humaines. Aujourd'hui, on ne peut pas s'en passer du secteur privé comme nous, on ne peut pas s'en passer du secteur public si on veut investir dans les régions où ils ont un problème de ressources humaines, d'infrastructures physiques et de ressources humaines. Donc aujourd'hui, on est obligé d'avoir cette collaboration. Donc celui qui n'a pas compris ça, je pense qu'il y a un problème. Est-ce que vous l'avez compris? Vous qui êtes au Parlement, qui êtes élus à la deuxième chambre, est-ce que les élus, est-ce que le ministère de tutelle, est-ce qu'ils Je pense que le ministère de tutelle savent l'intérêt, l'avantage du secteur public puis privé dans ce sens. Oui. Ils le savent. Oui. Je pense qu'ils prennent en considération. Je ne pense pas qu'on va être éliminé D'ailleurs, dans la haute autorité, on demande à ce que dans le conseil d'administration, que le secteur privé soit représenté. On demande aussi dans le cadre du groupement sanitaire, que le secteur privé soit représenté. Et ça n'a pas été pris en compte pour l'instant. Ça n'a pas été pris en compte. Il y aura des propositions de loi, qui vont être présentées, qui vont être discutées d'ailleurs mercredi prochain. Parce qu'on nous dit aujourd'hui que le soi-disant... L'ordre des médecins est représenté dans le groupement. Et l'ordre des médecins, il représente qui? Il représente le secteur privé, public et les militaires. Aujourd'hui, nous, on réclame que le secteur privé, en tant qu'entité, soit largement représenté. Et on va y revenir. On passe au deuxième round. En tout cas, on retiendra que le secteur privé, pour l'instant, n'est toujours pas représenté, n'est pas partie prenante, en tout cas, de cette réforme du secteur de la santé. Et ce qui nous amène, Mohamed Zidou, au deuxième round, sur l'AMO, l'assurance maladie obligatoire. Quel bénéfice? Pour quelle stratégie pour savoir comment ça marche cette assurance maladie obligatoire. On nous dit qu'il y a le public n'est toujours pas, le secteur privé n'est toujours pas attablé avec le secteur public. On a un déficit en ressources humaines, tout le monde connaît ce chiffre-là, autour de 100 000 entre les médecins et les infirmiers. Il y a 64 000 d'infirmiers et 32 000 médecins officiellement. On sait très bien que d'ailleurs, Khaled Taleb, fin décembre, le ministre de tutelle avait dit au Parlement, c'était la première chambre, pas la deuxième chambre, je ne suis pas Goldorak, je ne suis pas Grandheiser, donc voilà, je fais ce que je peux, voilà. Donc est-ce qu'avec tout ça, on va rentrer dans le détail des dispositifs de l'AMO, du basculement du RAMET, est-ce que tout ça permet d'entrevoir une réussite de l'AMO? Bon, d'abord, sur le principe. Le principe est bon. La généralisation, c'est un principe extraordinaire qu'aujourd'hui, ça va donner au respect de la dignité de l'individu. Vous avez aujourd'hui... À quelle échéance? Non, mais d'abord, sur le bon principe. Sur le plan principe d'abord, c'est qu'aujourd'hui, tu vas rentrer à l'hôpital ou bien dans une clinique, tu n'es plus le malade qui va être assisté. Il vient avec ses droits. Est-ce qu'aujourd'hui, un citoyen lambda marocain ou marocaine qui nous écoute a le choix de se diriger dans un hôpital ou dans une clinique? Sans qu'on lui réclame une avance, sans qu'on lui réclame un chèque de garantie et en lui assurant une prise en charge. C'est ça la réalité. Ouais, mais attends, on se met d'abord sur le principe, c'est un principe bon. Aujourd'hui... C'est théorique. Non, c'est pas théorique aujourd'hui, il est quand même effectif. Bon, est-ce que ça a été généralisé? Est-ce qu'il y a encore du temps? Oui, ça n'a pas été encore généralisé parce qu'il y a encore la mise à jour et la mise à niveau de système informatique pour entamer l'inscription de tous les eramédistes et pour faire... Vous savez que c'est un chantier quand même, c'est énorme. Mais aujourd'hui, est-ce que vous voulez qu'on démarre une fois que tout est réglé ou bien il vaut mieux qu'on commence et on essaie d'arranger les imperfections? Tout dépend de ce qu'on dit aux Marocains et aux citoyens. Lorsque le chef de gouvernement, c'était à la Chambre des conseillers d'ailleurs, s'est exprimé sur l'AMO, la semaine dernière, on est bien d'accord, a fait cette déclaration publique en disant qu'aujourd'hui, qu'il était fier sur le fait que 100% des Marocains, pratiquement, étaient couverts. Oui, donc le Marocain qui entend ça, le citoyen lambda, et c'est tout à fait légitime ce débat, si effectivement je le suis, donc je peux me rendre dans un hôpital ou dans une clinique à ma guise,
je ne suis pas dans l'obligation de faire une avance de paiement. Et j'ai la garantie d'avoir à ce que la CNSS me rembourse une partie des soins. Sauf que dans la réalité, c'est différent. Non, je vais vous dire une chose. Le Premier ministre, le président du gouvernement, lorsqu'il a dit que 100% des individus ont été... Ça fait cette déclaration. C'est vrai. Ouais. Bon, maintenant... Sur le papier. C'est vrai. Mais maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il y a la Caisse nationale de sécurité sociale qui s'occupe d'informatiser tous les adhérents. On est passé de 10 millions. Aujourd'hui, on va se retrouver à 23 millions, 24 millions pour arriver à 30 millions. Vous savez que c'est pas évident. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, le chef du gouvernement a fait une erreur de lexique. Non. Et de langage. Non, Au lieu de dire 100% des Marocains quasiment inscrits, c'est 100% des Marocains. Non. Ouvert, je veux dire, c'est 100% des Marocains inscrits à la CNSS. Le président du gouvernement a dit que 100% c'est vrai. Aujourd'hui, il y a certaines imperfections dans le système parce qu'ils sont en train de faire la mise à jour. Il y a des gens qui ne sont pas... Vous savez, aujourd'hui, il y a une loi qui a été votée pour ceux qui ont des revenus personnels qui peuvent aller s'inscrire à l'AMO. Vous savez qu'aujourd'hui, avec une telle loi, ça te donne une ouverture de 2 à 3 millions de personnes qui doivent s'inscrire. On n'est même pas à 8 000. C'est qu'aujourd'hui, même l'individu, même le citoyen, doit comprendre l'intérêt de son assurance maladie obligatoire. Sauf que certains citoyens, Mohamed Zidour, à tort ou à raison, n'ont pas confiance aux politiques, n'ont pas confiance au discours politique aussi, et ne sont pas convaincus par la communication politique. Je ne suis pas d'accord. Aujourd'hui, il faut être confiant pour notre pays et ce qu'il est en train de traverser et ce qu'il est en train d'être. Vous savez qu'aujourd'hui, le Maroc évolue. En 20 ans, le Maroc est une révolution ce qu'il connaît aujourd'hui. Sur le plan des infrastructures, sur le plan de la mise à niveau des hôpitaux, sur le plan des réformes qu'il est en train de faire de la santé. Il ne faut pas aussi avoir ce regard négativisme. Non, le Maroc évolue. Évidemment, est-ce qu'on veut évoluer à quel rythme, sur quelle vitesse? Ça, c'est un autre problème. Aujourd'hui, le Maroc évolue comparaison à son entourage. Aujourd'hui, on ne peut pas dire que le citoyen ne fait pas confiance aux politiques. Pourquoi il ne va pas faire confiance aux politiques? Aujourd'hui, il a une généralisation, c'est un fait. C'est pas une les enquêtes qui ont été menées dans ce sens, vous savez que plus de 77%, 77 je pèse mes mémoires, 60% des personnes inscrites à la CNSS, à jour de cotisation, pas forcément sur les 12 derniers mois, mais lorsqu'ils vont consulter un médecin, un orthopédiste par exemple, ou autre, eh bien, ils ne déposent même pas un dossier de remboursement à la CNSS. Et ça, c'était bien avant l'inscription à l'AMO. Donc voilà, vous voyez bien ce que il y a quand même un climat pour instaurer également. Regardez, on ne peut pas prendre quelques cas sporadiques. Il y en a. Et pour faire une conclusion que les choses ne marchent pas. Pas du tout. Aujourd'hui, la CNSS a fait un effort extrêmement important pour le remboursement et qui ne dépasse, ils sont arrivés à un record entre 3 à 4 semaines de remboursement. Parfois, il y a des dossiers qui peuvent tarder. Pourquoi? Soit parce que l'adhérent lui-même n'a pas rempli correctement son dossier, soit il y a un problème effectivement administratif. Mais c'est des cas sporadiques. On ne peut pas aujourd'hui établir sur une moi j'ai vu ce chiffre-là qui m'a alerté. Une volonté politique vraiment qui va faire évoluer aussi bien la santé que son niveau. Pour quelques cas sporadiques et pour dire que, tiens, est-ce que le citoyen marocain aura confiance aux politiques ou non? Aujourd'hui, on fait confiance à notre pays. Aujourd'hui, le garant, c'est Sa Majesté. Et la continuité de l'État est là. Et aujourd'hui, tout le monde travaille parce qu'il sait que ça veut dire l'intérêt du citoyen et de notre pays. Aujourd'hui, très concrètement et de manière très schématique, une personne qui sera dans une clinique, d'accord, qui a sa couverture, qui est un ancien ramédiste ou qui a une couverture AMO, aujourd'hui, est-ce qu'il faut qu'il paye à l'entrée d'une clinique? Est-ce qu'il connaît le taux de remboursement de la prestation médicale si c'est une intervention chirurgicale? Est-ce que tout ça, c'est cadré, chiffré? Si vous me donnez 2 minutes, je vous explique. Allez-y. Bon, aujourd'hui, le citoyen a le droit d'aller au public avec sa carte de CNSS, de l'AMO. Il ne paie rien dans les établissements publics. Pourquoi? C'est l'État qui paie pour lui. Et ça, c'était le cas des ramédistes déjà. Non. Pour les ramédistes, c'était le cas. Non, maintenant, avec sa carte, il est couvert à 70%. Les 30%, c'est l'État qui va lui payer. Ça, c'est pour les hôpitaux. Ça, c'est pour le public.
Non, ça c'est pour les Eramédis qu'on va Eramédis. Voilà. Voilà. D'accord. Et je crois que vous faites allusion uniquement à cette catégorie de population vulnérable. Population vulnérable. Donc c'est l'État qui va payer les 30%. S'ils veulent venir au privé, ils seront reçus, mais les 30%, ce n'est pas l'État qui va le payer, mais c'est lui-même qui va le payer. Donc c'est un reste à payer pour le... Les 30%, c'est à la charge de l'adhérent. Et s'il privé. Et s'il n'a pas les moyens? Et s'il n'a pas les moyens, c'est 30%. Et en ce moment, il va se diriger vers les hôpitaux publics, ou bien l'hôpital universitaire, ou bien l'hôpital régional. Mais toujours est-il, aujourd'hui, c'est qu'on est passé d'un cap où le patient est libre de son choix. Soit d'aller au privé et de payer les 30%, soit d'aller au public. Et d'être pris en charge à 100%. Et les prix en charge à 100%, ça ne veut dire pas gratuitement. C'est l'État qui va payer pour lui. Parce qu'aujourd'hui, même le système universitaire, les hôpitaux régionaux, les hôpitaux provinciaux vont être gérés comme si c'était une structure privée. L'État va payer. Et la CNS va payer pour lui. Donc avec souci de rentabilité. Donc quand on est dans une privée, on est bien d'accord. Ah non, mais c'est le but. C'est le but, c'est pour essayer d'avoir cette autonomie financière et c'est d'avoir aussi d'être concurrent sur la place. Parce qu'aujourd'hui, pourquoi, si vous voyez un petit peu 1,5 milliard de dirhams qui a été réservé pour la mise à niveau des hôpitaux. Oui, j'ai vu ça. Aujourd'hui, il y a 4 centres hospitaliers universitaires qui sont en train de se faire. Celui de Rabat, celui de Tanger est fini, celui de l'Aïo, celui de Milad, de Goulmi. C'est pour avoir... Ça, c'est l'infrastructure physique. C'est Mohamed Zidou. On a besoin aujourd'hui. Vous l'avez dit tout à l'heure. Maintenant, il y a un gros déficit. Vous me dites aujourd'hui, d'accord, tout ça c'est beau, mais où est les ressources humaines? Voilà. Les ressources humaines, ce n'est pas un problème typiquement marocain, mais c'est un problème qui est mondial aujourd'hui. Vous savez pourquoi? Aujourd'hui, l'État a fait une erreur. Parce que au moment où on disait, attention, il faut qu'on protège nos médecins, il faut protéger nos cadres paramédicaux, parce que là, ils risquent, à un moment ou à un autre, partir parce qu'ils sont demandés à l'étranger. Ils sont 5 fois, 6 fois plus mieux payés qu'en France, qu'en Allemagne, qu'en Espagne. Ils partent pour une meilleure qualité de vie. C'est même pas la qualité de motivation salariale. Non, mais encore plus, ils partent pour une meilleure qualité de vie. Oui. Ils partent aussi pour une meilleure qualité de prise en charge. Éducative. Sanitaire éducative. Sanitaire éducative. C'est extrêmement important. Et gratuitement. Et prise en charge aussi dans les hôpitaux. Est-ce qu'on va aujourd'hui, avec les ressources humaines dont nous disposons à travers de notre pays, parce que construire des hôpitaux, des CHU, on sait faire. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. Par contre, il nous faut des professionnels de santé, d'accord? Comme vous d'ailleurs, parce que vous êtes également professionnel de santé, qui soient là au service du bon fonctionnement de l'AMO. On est bien d'accord? Parce qu'on rentre dans une nouvelle ère, vous l'avez dit, c'est une révolution. La mise en place de cette AMO, il faudra du temps pour qu'elle soit fonctionnelle, mais en tout cas, c'est le début de l'histoire. Mais en même temps, on a un gros déficit en matière de ressources humaines. Bon, est-ce que ça va pas? Parce qu'on va passer au financement dans le troisième round. Est-ce que d'abord, le fait d'avoir un gros déficit en matière de ressources humaines va plomber le démarrage de l'AMO? Vous savez ce qui va plomber? C'est deux choses. Moi, je pense que, d'abord, je commencerai par le ressources humaines en réponse à votre question. Je pense qu'aujourd'hui, le partenariat public-privé va jouer un rôle extrêmement important. Et là, la loi a été discutée, c'est les professions sanitaires, et qui vont pouvoir avoir la possibilité de venir soit dans le secteur privé, soit dans le secteur public, dans les régions où il y a un déficit pour une complémentarité. On n'a pas le choix. Pensez que vous espérez? Non, ça c'est des acquis dont je vous parle. Parce qu'aujourd'hui, il faut rentabiliser nos ressources humaines. On n'a pas le choix. On a un effectif tel, il faut le rentabiliser au maximum. Et moi, je défends autre chose. C'est qu'aujourd'hui, que le médecin qui est autorisé à Rabat d'exercer sa médecine, donnez-lui la liberté d'aller exercer sa médecine sur le territoire marocain. Par exemple, en tant que traumatologue orthopédiste, il y a un dans la maison de Rachidia, ils veulent que je vienne opérer. Pourquoi la loi n'évolue pas là-dessus? Parce que c'était pas le levier juridique qu'il aurait fallu déjà actionner. C'est pas l'État, c'est l'ordre des médecins. Ouais. Ça, c'est l'ordre des médecins et ça, c'est les propositions qu'on doit faire. Mais l'État a donné la possibilité de ce partenariat public-privé. C'est un pas important. Aujourd'hui, il faut quand même le compléter pour faire cette mobilisation des médecins à travers le territoire. On ne risque pas de régler tous les problèmes, mais on va rentabiliser au mieux nos ressources humaines. Deuxièmement, c'est qu'aujourd'hui, le gouvernement a fait signer la possibilité d'avoir des compétences étrangères au Maroc. Est-ce que c'est une bonne chose, ça? Parce que je sais que les avis au niveau de la profession et des professionnels de la santé sont très partagés là-dessus. Il y a eu l'arrivée des boucliers, je m'en souviens d'ailleurs des présidents de conseil de l'ordre des médecins il y a 1 an et demi, avant que la loi soit mise en place et votée d'ailleurs. C'est-à-dire, si ça va être un plus dans la qualité
qui va être complémentaire parce qu'aujourd'hui, on a des déficits dans certaines spécialités. Mais qu'on va amener, je vous remettrai dans la même loi de la libéralisation. Les infirmières ou les infirmiers bulgares, est-ce que ça vous dérange? Est-ce que vous mettez en doute la qualité, la compétence d'une infirmière bulgare, par exemple, ou d'un... Dans le cas, vu notre déficit, Oui. il n'y a aucun problème. Mais je vais vous dire une chose. Moi, le problème qui me dérange, par exemple, c'est lorsqu'on avait discuté la libéralisation du secteur de la santé. J'étais parmi les gens qui disent oui, c'est une bonne chose. Parce que pourquoi? Parce que c'était dans un but d'essayer d'améliorer la médecine dans les régions qui sont en déficit d'infrastructures. Et on a voté cette loi. On a été pour cette loi que ça passe. Aujourd'hui, cette loi est passée et finalement les investissements des dans le cadre de la libéralisation, l'investissement se fait où? Marrakech, Casablanca, Rabat. Il y a changé. Concentration. Ça veut dire que les régions qui sont déjà en déficit le resteront et ils le sont toujours. Et aujourd'hui, on est en train d'investir dans des régions qui étaient épargnées. Justement, on va rester sur les... Est-ce qu'aujourd'hui, c'est une bonne chose? Et c'est pour ça que je demande aujourd'hui, et j'ai toujours demandé que la carte sanitaire nationale et régionale est importante et que l'État et le gouvernement doivent avoir un droit de regard dans la répartition de l'investissement. Sinon, on va se retrouver toujours dans le même problème. Certains de vos confrères, certains de vos confrères d'ailleurs appellent à une fiscalité régionale à la carte pour l'investissement. On va faire la même chose avec ceux qu'on va ramener aussi à l'étranger. Pour les mettre à Rabat, à Casa et à Tanger, ça n'aura aucun impact parce que notre problème de déficit se trouve ailleurs. On reste sur le financement, on parlait des financements, sur le financement de l'AMO, justement. On sait très bien que l'investissement global de la protection sociale, qui inclut l'assurance maladie obligatoire, qui inclut les allocations familiales, qui inclut les caisses de retraite. Oui, c'est à peu près 51 milliards. 51 milliards, c'était Mohamed Benchamoun qui l'avait chiffré. Et on dit que pour l'AMO, c'est entre 12 et 14 milliards de dirhams qui sont nécessaires annuellement. Voilà. Est-ce qu'aujourd'hui, on a mobilisé le financement nécessaire pour pouvoir faire réussir l'AMO? Il y a le financement de l'AMO, il y a la bonne partie. C'est par l'adhésion, par l'adhérent. C'est-à-dire pas les cotisations? Pas les cotisations, non. Donc, ceux qui sont dans le secteur privé vont le payer. Et ceux qui sont aussi dans les sectoriels, le professionnel, par exemple, de l'agriculture, vont aller payer. Le secteur informel aussi vont être répertoriés, vont aller payer. Mais il faut aussi que le Marocain soit convaincu d'une chose, qu'aujourd'hui, il est obligé d'aller adhérer à l'AMO. C'est une cohésion sociale. Et c'est important, parce qu'aujourd'hui, toi, tu es en bonne santé parce que tu es jeune. Mais demain, tu vas être dans le même cas. Donc, il faut avoir cet état d'esprit de mutualité pour essayer de faire réussir ce chantier qui est extrêmement important. Évidemment, est-ce qu'il y aura la totalité? Uniquement l'adhésion, l'adhérent, ce qu'il va payer va pouvoir couvrir la totalité de 12 milliards de dirhams. A priori, je ne pense pas, mais il y a aussi des infractions qui vont être intégrées. Et je crois que moi, j'ai déjà interpellé... C'est-à-dire celui qui n'est pas à jour de cotisation... Exactement, il y aura des pénalités. Ça ne sera pas du ressort du pénal, parce que pénalité, il y a pénal. Non, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas payé, ils ont en retard de paiement. En matière de cotisation, il y aura des pénalités. Lorsque vous achetez votre vignette en retard, il y a toujours une pénalité. Ça va rentrer dans ce cadre aussi. Ça a été calculé, ça a été mis en place, alors c'est le pénalité. Parce que le chiffrage, c'est trop tôt. Non, il est trop tôt. Pourquoi? Parce qu'on estime que l'individu, que le citoyen marocain, il est assez mûr d'aller cotiser régulièrement pour l'intérêt de lui-même, pour l'intérêt de ses enfants, pour l'intérêt de la famille. On a toujours demandé de protéger notre famille. C'est le moment de la protéger parce qu'on a les possibilités de le faire. Deuxième chose que je voudrais aussi parler, c'est qu'il y aura ce déficit. L'État, aujourd'hui, et c'est pour ça que vous avez interpellé le gouvernement sur la pérennité de la cotisation de l'État. Aujourd'hui, l'État doit assurer. Il doit assurer. Je pense qu'il est conscient. Ils vont trouver tous les mécanismes nécessaires pour faire face. Ils vont trouver, où est-ce qu'ils vont trouver les mécanismes? Où est-ce qu'ils vont trouver l'argent pour le faire? Vous avez vu aussi, on était sur un resserrement monétaire, ralentissement de l'activité économique. On n'est pas sur des dynamiques de croissance générées qui vont permettre effectivement d'avoir des... Il y a des possibilités sur le plan de l'endettement, ministère de Finances, où, vous savez, aujourd'hui, moi j'avais toujours, avant que ce soit cette réforme, j'avais toujours dit que, par exemple, les actions de la voie publique, malheureusement, le Maroc est considéré parmi les pays où on a le plus grand nombre de victimes d'actions de la voie publique. Il
Vous savez ce que ça consomme sur le plan de prise en charge de santé? C'est énorme. Ça coûte Donc plus cher. aujourd'hui, j'avais dit à l'époque, que le ministère des Travaux publics doit participer au développement de la santé parce qu'il est responsable. Parce que soit les routes sont petites, soit les routes sont dans un état défectueux, soit les voitures qui sont dans un état défectueux. Et dans tous les cas, ils dépendent du ministère des Transports et des routes. Donc, lorsque quelqu'un qui fume et qui fait un problème pulmonaire extrêmement important, eh ben, le régime de tabac doit participer aussi au soutien de la santé. C'est comme aujourd'hui le système de pollueur-payeur au niveau de l'environnement. Aujourd'hui, je pense qu'il est temps que tous les secteurs qui peuvent participer au développement de la santé doivent le faire, et je pense que c'est ce que l'État va faire. Aujourd'hui, on ne doit pas... Pour moi, il y a juste une question de fond. Pourquoi avoir basé ce système en matière de financement et d'investissement de l'AMO, en tout cas du financement, basé sur les cotisations? Est-ce que c'est pas dangereux pour un pays comme le nôtre? Beaucoup de assureurs basés sur quoi? Mais sur les recettes fiscales, sur l'imposition. Il y a d'ailleurs, c'est une recommandation de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, d'avoir la taxe fiscale. Bon, on prévoit, le gouvernement prévoit, je crois, 20% de hausse des recettes fiscales dans le cadre de la loi de finances 2023, et de faire en sorte que ces recettes fiscales, puisque l'État n'a pas fait d'efforts particuliers pour alléger la fiscalité, pour alléger le portefeuille des Marocaines et des Marocains, de construire ce modèle économique sur la base des recettes fiscales et non pas des cotisations. Vous ne pensez pas qu'on paie déjà pas mal d'impôts dans notre pays? Non, mais on a payé de plus en plus. Non, on a payé de plus en plus. Mais pourquoi avoir basé le financement sur les cotisations et pas sur l'imposition fiscale? Je vais vous répondre si vous m'accordez 2 minutes, je vais vous répondre parce que c'est extrêmement important ce que vous dites. C'est qu'aujourd'hui, il ne faut pas voir chaque réforme d'une façon isolée. Il faut la voir dans la globalité de la réforme. Lorsqu'on parle de groupement sanitaire, ça veut dire on dit que dans 2 ans, dans 3 ans, il sera autonome. C'est que l'État ne va plus donner d'argent à ce groupement sanitaire. C'est-à-dire que le ministère de la Santé va faire des économies à travers ce groupement sanitaire territorial, y compris du CHU, parce qu'il y aura des entrées, il y aura des sorties, il y aura un bénéfice au sein des hôpitaux publics, et en ce moment-là, le ministère de la Santé peut lever l'aide qui était octroyée aux régions. Ça fait énorme, parce que vous savez qu'aujourd'hui, le budget du ministère de la Santé, c'est 20 milliards de dirhams. Pour 2023, 20 milliards de dirhams, c'est pour le fonctionnement. Oui, mais donc, si on arrive à faire des économies au niveau des régions, parce qu'ils ont atteint... Sauf que vous risquez de ne pas faire des économies, parce qu'en fait, ce qui était centralisé à Rabat va être décentralisé au niveau des régions. Il n'y aura pas forcément un allègement au niveau de la masse salariale. Regardez, lorsqu'on parle de financement, 20 milliards de financer les ressources humaines, et les aides qu'on donne à tous les hôpitaux régionaux et publics, y compris les services. Il y aura peut-être une meilleure optimisation. Il y aura une meilleure optimisation et qu'on pourra comptabiliser au profit de l'assurance maladie obligatoire. Parce qu'il ne faut pas voir les réformes d'une façon isolée. Par contre, il faut la voir dans la globalité. Et c'est pour ça qu'il y a plusieurs choses en même temps et que l'on n'arrive pas à comprendre. Non, c'est important parce que c'est une nouvelle politique de santé. Aujourd'hui, il faut parler comme ça. C'est une nouvelle politique de santé. Lucide, authentique et pragmatique. C'est Mohamed Zidoua. Juste le dernier mot, ça sera de dire peut-être face caméra, il y a la caméra qui est là. Est-ce que vous pensez, à quelle échéance vous pensez que l'AMO, l'assurance maladie obligatoire, cette couverture généralisée, sera mature? Vous savez que d'abord, on doit communiquer, c'est qu'aujourd'hui, on est au point de démarrage d'une réforme, d'une politique de santé nouvelle. Bon, évidemment, il y a quelques imperfections qui seront ramenées à revoir. Vous savez, la loi peut se modifier à tout moment. Mais je pense que dans une année, à mon avis, dans une année, les choses prendront le cours de façon plus lucide, d'une façon moderne et d'une façon qui le citoyen marocain tire à bénéfice au mieux. Donc, on aura rendez-vous en janvier 2024 ? Si on est toujours. Merci à vous.